Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser la même chose qu'ils ont raison. Nous vivons une époque où les évidences sont inversées, Où la lumière est suspecte et l'obscurité est normalisée. mais au cœur du vacarme, une voix murmure encore. Un chemin se dévoile pour ceux qui osent déplier l'oreille du cœur. Un chemin d'alignement et de renouvellement, Où neurosciences et foi ne s'excluent pas mais s'éclairent mutuellement. où la conscience s'éveille et l'âme se déploie. Bienvenue dans Neurosciences et foi pour une vie inspirée. Le podcast du déploiement intégral, Pour rayonner et faire pencher la balance. de l'obscurité à la lumière. Bienvenue dans ce 10e épisode. Aimez-vous les uns les autres? Et si la relation était avant tout un lieu sacré? Tu sais, il y a ces moments où l'on fait tout pour que ça tienne dans nos relations. On essaie de bien faire, d'être là. On fait des pas, on tend la main, on laisse un peu d'espace. Et pourtant, malgré tout, quelque chose se fige. Une distance s'installe, un silence qui pèse, qui fait mal, un malentendu qui tourne en boucle dans nos pensées. On regarde l'autre, on se regarde soi-même, on se demande « est-ce moi ? Est-ce que c'est l'autre ?» Mais si ce n'était ni moi, ni l'autre le problème, et si la clé se trouvait ailleurs, dans ce qu'il y a entre nous, ce lien invisible, ce champ vivant. Bienvenue Joachim. Bienvenue Laure, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Et oui, aujourd'hui c'est à cet endroit-là qu'on avait à cœur de vous emmener. Là où tout se joue, là où tout peut aussi se réparer, dans la relation. Alors Joachim, dans un précédent épisode, tu avais parlé d'ontologie relationnelle. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là ou qui découvrent le terme aujourd'hui, peux-tu en redire quelques mots? Alors, l'ontologie relationnelle. L'ontologie, c'est vraiment se poser la question de qui suis-je vraiment? Et à l'intérieur du mot relation, c'est la relation sur tous les plans qui constituent l'être, mais également l'univers, l'ensemble du vivant. Et on peut remarquer à travers l'ontologie relationnelle que tout n'est qu'une question d'interdépendance. Il n'y a pas d'individu isolé. Nous sommes un ensemble d'éléments en mouvement qui n'a ni début ni fin, exactement comme un océan n'est qu'un ensemble de gouttes d'eau, une flaque d'eau est un ensemble de gouttes d'eau, une rivière est un ensemble de gouttes d'eau. C'est encore plus fascinant et encore plus facile avec un fleuve ou une rivière. On se rend très bien compte que ça n'est absolument pas la même eau, mais c'est un ensemble de gouttes d'eau et on l'appelle parce qu'on la nomme, mais in fine, elle n'existe pas sans l'interdépendance des éléments qui le composent. Et même chaque élément, finalement, n'est qu'un ensemble de relations avec tout ce qui est. Et donc, à travers ça, dans l'ontologie relationnelle, on place la relation au centre et la qualité de la relation au centre, puisque je ne peux pas être et je ne suis pas sans relation. Je ne suis que relation. À l'intérieur de moi, systémique, interne ou externe. Donc, comme sur tous les plans. Et en quoi ça change, tu parles d'un nouveau paradigme, ça change le regard. À quel niveau, en fait, ce changement se produit? Bien, déjà, avec une ontologie relationnelle, on est dans un nouveau paradigme qui rejoint complètement un ancien paradigme aussi, puisque Siddhartha Gautama, le Bouddha, parle vraiment en ces termes-là. Déjà, il découvre que tout n'est que changement et interdépendance. Il le constate, même sans avoir connaissance de la physique quantique et des quantas d'informations, etc. Il va parler comme si finalement ça avait déjà été découvert presque quand on lit ces textes et quelque part ses pensées.
Et en même temps, nous, on a continué dans une forme de matérialisme Mmh. spirituel qui a mené au développement personnel. Le développement personnel est un matérialisme spirituel dans lequel il y a un petit moi qui décide d'arrêter de souffrir et de vouloir plus pour devenir la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et c'est le gros piège puisque c'est la base de la souffrance est ce petit moi. Ce moi qui est congelé. Donc l'ontologie relationnelle, elle permet de dissoudre en fait la conception qu'on a de ce moi, mais en même temps également d'arrêter de projeter un Dieu personnifié ou en dehors de ce qui est, Mmh. mais qui est à tous les étages, non pas séparé, mais exactement comme les gouttes d'eau de l'océan. Mmh. Donc ce que Voilà. j'entends dans ce que tu partages, c'est que la relation n'est pas juste un contenant entre 2 personnes, ni même un troisième élément, Mmh. puisque souvent, quand on écoute les conseils, on présente la relation comme un troisième e 3 cercle ou troisième élément, mais une alchimie d'information qui opère. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est une alchimie dans lequel à la fois celui qui parle et celui qui écoute ou les 2 qui échangent en tout cas, bien évidemment créent une relation. Mais c'est une relation qui est déjà existante en eux-mêmes, à la fois du passé et du futur, puisque chaque être ne peut pas être, comment dire? Retiré du flux temporel et donc cette relation n'est que la prolongation de tous ces flux Mmh. et donc ça nous amène bien loin évidemment. Oui, et ce domaine-là, de la compréhension fine des relations, de ce qui se joue entre les êtres, ce fonctionnement, systémique, Mmh. c'est une de nos passions, communes, on va Ouais. dire. Et d'ailleurs, c'est en t'écoutant lors d'une webconférence, que j'ai découvert ton travail. Tu te souviens? Tu parlais de la spirale dynamique et des impacts profonds de la crise sanitaire sur les dynamiques humaines. Et Ouais. je sais, tu pourras peut-être en redire quelques mots parce que moi, ça m'a vraiment, ouvert quelque chose en moi, cette façon de percevoir les relations. Car tu décrivais à une échelle, plus collective à ce moment-là, ce que je cherchais à comprendre dans mes relations, qu'elles soient, Mmh. familiales, amicales ou même professionnelles. Mmh. Il y a des niveaux effectivement de communication, des niveaux de perception du monde que nous appelons des paradigmes, d'accord? Chaque paradigme est un ensemble de perceptions conceptualisées qui vont, s'exprimer à travers un logos précis, donc à travers des mots précis. Ce qui fait que certains ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ne sont pas sur ces Mmh. ils ne sont pas sur la même longueur Longueur d'onde. d'onde. Eh bien, c'est vraiment ça, dans la spirale, dynamique, qui est présentée par, Clark Gray et Don Beck, c'est un modèle évolutif, en fait, dans lequel on comprend que la conscience passe par des stades de plus en plus, riches, on va dire, mais ça ne veut pas dire que ce sont des stades, plus élevés. Oui. Ce sont des stades, plus amples où les stades antérieurs ne sont pas à effacer, mais à intégrer. Mmh. Et donc c'est très intéressant de comprendre ça dans la spirale dynamique. Par exemple, par rapport à la crise sanitaire, il y avait toute une partie de la population qui voyait les choses différemment de la grosse majorité et qui rentrait en conflit parce que c'était quasiment impossible pour eux de dire: «Mais comment est-ce que vous ne voyez pas finalement, comment vous ne percevez pas la manipulation qui est grosse comme une maison?» Mmh. hein? Et les autres, les traitaient de complotistes, parce que finalement, ils remettaient en question le discours officiel. Et il y a eu donc une espèce de clivage qui était simplement dû au fait que
par comment dire? Leur champ de conscience et leur logos donc étaient différents. Ils ne rentraient pas en relation sur le même plan et donc ne pouvaient pas s'entendre et ça a créé ceci. Et donc j'ai expliqué, grâce au modèle de la spirale dynamique, comment on pouvait s'y prendre pour arriver à communiquer Mmh. d'une manière plus précise et d'une manière plus, constructive, notamment aussi parce que j'étais à l'époque, dans, Réinfo Covid de Louis Fouché, qui a aussi cette philosophie, Mmh. de vraiment, d'amener l'autre, dans une compréhension plus profonde et donc voilà, ça faisait un peu boule de neige avec tout ça et c'est là que j'avais laissé une Mmh. conférence sur le net. Mmh, tout à fait et que j'ai découvert et c'est vrai que, cette notion qui n'est pas une notion de hiérarchie mais d'intégration, c'est vraiment fondamental. À la fois, ça permet de lâcher, quand à certains moments on n'arrive pas à se comprendre, de se Mmh. dire que, finalement, c'est pas forcément une problématique, ni même d'ego. C'est simplement que cette histoire de longueur d'onde, elle parle d'elle-même, mais que il y a des fonctionnements en nous qui ne se jouent pas de la même façon à un moment Mmh. donné. Mmh. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de la revisiter dans le sens où parfois, dans certains domaines de vie, on peut se sentir sur un certain niveau Mmh. de longueur d'onde, je vais rester sur ce terme-là, et à d'autres, domaines, par exemple, si on prend une sphère professionnelle, mais on a peut-être à aller, réintégrer certains, niveaux qu'on pensait, voilà, avoir dépassés ou en tout cas, qu'on ne voulait plus voir et cetera. Donc c'est vrai que bon, l'idée C'est là, toujours, voilà, ouais, c'est une notion d'intégration, mmh, hein. Il y a quelque chose qui est très dérangeant, mais qui est très récurrent dans les expressions de beaucoup d'êtres humains et qui moi, aujourd'hui, me heurte quelque part, c'est la notion: «Il faut avancer, pour avancer, mmh, pour avancer». On entend ça à toutes les sauces et en fait, on n'a pas à avancer puisque, le flot de l'univers, le flot de la création, il s'écoule mais on a à intégrer mmh, et parce que quand on veut avancer, on laisse derrière soi des choses, alors qu'on a intégré. Intégrer, c'est plus une notion d'ailleurs essayez vous qui êtes là, qui écoutez, quand vous avez la notion d'avancer, il y a une impulsion du corps qui va vers l'avant, alors que dans la notion d'intégration, j'ai comme si j'absorbais tout ce qui vient de l'avant et qui passe à travers moi et me transforme et donc quelque part, je suis plus à l'écoute et moins dans une recherche d'avancée qui pour moi segmente les choses. mmh. Et j'aimerais maintenant revenir sur cette parole, volontairement choisie, pour ce podcast. Aimez-vous les uns les autres. Mmh Car quelle que soit sa confession, ses croyances, c'est un message, universellement, repris. mh. Mais en le reprenant plus précisément, en tout cas dans un petit peu plus de longueur dans l'extrait, de ce «Aimez-vous les uns les autres», parce que ce qui est dit dans les Écritures, c'est: «Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres». Mmh. Alors, ce qui peut repasser comme un point de détail, mais où il y aurait beaucoup de choses à dire, et on va y venir, mais comme je vous ai aimé, Mmh. moi ce que je ressens, c'est vraiment une invitation à, recevoir l'amour, à s'y laisser façonner avant de vouloir aimer à notre manière. Car la recherche de l'amour, c'est la motivation, la plus puissante, au monde et en général, nous aimons les autres comme nous avons été aimés ou comment on s'est senti aimé. Mmh. Exact. Bah, je pense qu'on aime très mal la plupart du temps. En tout cas, moi, si j'observe dans ma vie, j'ai très mal aimé la plupart du temps les gens qui m'étaient chers. C'était moins évident. J'avais plus facile d'être dans un amour inconditionnel et un amour plus universel avec, avec des patients ou avec, des frères et sœurs, spirituels
qu'avec les gens qui sont proches de moi, tu vois? C'est pas qu'on les aime moins, bien au contraire, mais il y a plus de données, relationnelles et donc notre expression de l'amour est plus maladroite. Mmh. Je pense que ça, c'est quasiment enfin je l'ai en tout cas souvent observé, que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité, l'amour, humain, dans une relation, plus de proximité, souvent, comme tu dis, parce qu'on a été façonné par des modèles, mais aussi parce qu'on a perçu l'amour d'une certaine façon et peut-être avec des frustrations égotiques et cetera, on emmène ça et je pense que souvent on n'aime pas finalement la forme n'est pas aussi belle que ce qu'elle pourrait l'être. Mmh. Donc c'est vrai que d'avoir un exemple comme le Christ, quand on suit en plus la série, The Chosen, là, c'est la 5e saison qui va commencer pour ceux qui aiment ça, voilà je fais pas du placement de produit rassurez-vous, hein, on est reliés avec rien, mais The Chosen, c'est une très, très belle série, qui sur vraiment, l'histoire, du Christ et de ses disciples et quand on voit comment il aime, Heu, c'est magnifique, Mmh. c'est inspirant. Maintenant des exemples comme ça, heu, ils sont très rares, c'est on ne peut nous l'avoir qu'à travers la parole de l'Évangile. On peut s'en faire une idée et quand on s'en fait une idée, quelquefois, on en fait quelque part un fantasme dans lequel on peut créer aussi un clivage entre l'amour véritable qui monte de notre cœur et sur comment on devrait aimer Mmh. et ça, il faut faire attention aussi. Oui et là, je peux pas m'empêcher d'aller un petit peu plus loin du coup pour remettre le contexte de ce verset, hein, parce que, c'est un moment particulier où il s'adresse précisément à ses disciples et ce commandement qui est donné, c'est vraiment pour, les disciples Mmh. entre eux. Donc quelque part pour moi, c'est un rappel à notre, modèle d'amour dans nos relations les plus proches, Ouais. puisque c'est les disciples entre eux, de façon à ce que, de leur façon d'être entre eux, vont émerger finalement un modèle aussi pour les autres, le reste du monde. Et donc ce que tu dis tout à l'heure, c'est que, notre rapport à la relation, il est différent. Parce que je peux inviter tout le monde aussi à se dire, non plus à regarder, soi ou l'autre, mais à regarder son propre rapport à la relation. Parce que quand tu décris toi, ton rapport aux relations, moi j'en ai un, Ouais, assez différent. très différent. Moi, j'ai beaucoup de mal, même encore aujourd'hui dans ma vie, à me sentir, en paix et sereine, si autour de moi, les personnes, que j'aime, profondément, ne sont pas elles-mêmes, en paix ou sereines. Donc, Mmh. nos défis personnels C'est pas les ne mêmes. sont pas les mêmes. Mmh. Mais cette invitation, effectivement là qui en tout cas moi comme je l'aperçois, c'est, d'aller regarder dans ces relations, celles qui nous façonnent et Mmh celles mh. qui nous façonnent, c'est celles finalement qu'on vit le plus au quotidien. Mmh. Beh, c'est là que déjà, effectivement, j'aime bien que tu rappelles ça, hein: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». Comme tu dis, le Christ, Jésus s'adresse à ses disciples. Il faut quand même rappeler qu'il avait effectivement un groupe proche autour de lui, un noyau. Il ne se trimballait pas tout le temps avec 5000 personnes autour de lui. Il avait un noyau qui était plus privilégié, plus proche, parce que ce noyau était engagé avec lui, le suivait corps et âme, en disant qu'ils n'allaient pas le renier, ils le font quand même, donc mais il y a quand même finalement malgré cet engagement et c'est ça, on est dans la notion de Mmh. l'engagement qui fait que dès qu'il y a cet engagement-là, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus profonds et donc évidemment, il y a plus ça demande plus de d'ajustement. Mmh.
Évidemment, quand tu as moins d'enjeux, ben, c'est facile d'aimer universellement, parce que tu as pas d'enjeux Mmh, personnels, tu mmh, vois? mmh. Donc je pense que quand il dit ça à ses disciples de la même manière que je vous ai aimés, il les invite à continuer à être dans cet engagement les uns envers les autres et de former une unité et ça, c'est quand même très, très beau. Et après, par extrapolation, on peut se dire que c'est comme ça que finalement on devrait aimer tout le monde, mais si on écoute bien, si on lit bien cette parole-là, il ne dit pas: «Allez aimer tout le monde comme je vous ai aimé». Parce que ce serait quelque part utopique, c'est brûler les étapes. Mmh. D'abord, si tu n'es pas capable d'aimer avec comme je vous ai aimé, déjà rien qu'entre vous, alors inutile de penser à être, Mmh. sur un autre stade. Et Il y a du là travail. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, on touche vraiment quelque chose, on le voit dans les accompagnements, on a pu, le vivre, on peut le vivre aussi, nous-mêmes dans nos vies, hein. C'est nos défis, se situent souvent à ce niveau-là Mmh. et dans la relation, aux autres et en NSQ, hein, pour faire le parallèle, justement on va aller, travailler sur cette dynamique relationnelle, c'est-à-dire, une façon de faire un processus où, on va aller observer en fait l'image de soi-même Mmh mh. à travers, on va dire, le regard de l'autre, Le miroir de le miroir l'expérience, ouais, tout à fait. Donc c'est je vois ce tu veux en venir, c'est-à-dire qu'on va, à travers des processus, changer nos perspectives, dans la sphère miroir de l'expérience. On parle de 2 choses. mmh, On a une sphère, comment on se vit à l'intérieur et comment on vit notre rapport au monde, c'est la sphère introspective. Mais après, la sphère miroir de l'expérience, c'est là où on va former, en fait, tisser des liens et tous ces liens me réfléchissent. Donc on peut former des triangles de Karpman et qui sont le mmh, triangle toxique, ouais, mais on peut former également des liens magnifiques et à travers des process particuliers, on va inverser donc ces dynamiques systémiques mmh, pour faire surgir les éléments, qui sont cachés, mmh. Ce qu'on appelle des charges en c'est fait, ça. hein, des tensions qui vont monter. La subtilité, elle est que souvent on dit: «Bah, mets-toi à la place de l'autre», mais si on le fait de manière mentale, à la place de l'autre, quelque part à un moment à un cer bon ça peut fonctionner, mais à un certain niveau ça bloque. Oui et Alors puis c'est pas pareil, c'est voilà, pas c'est pareil. là où on va dans quelque chose où on est plus, Beaucoup plus profond. plus profond, on travaille sur des différents plans de l'être et les émotions, des différentes sensations et finalement ça va faire émerger, les charges qui montent en nous-mêmes, puisque l'autre n'est pas présent à ce moment-là, liées à la relation. Donc Mmh. finalement à quelque chose qui nous paraît complètement invisible. Et pourtant qui est bien là et qui est finalement cette image qui est en rapport avec comment je pense être perçu Mmh. par le monde, par les femmes, par mon patron, par, mon conjoint et Mmh. cetera et comment je pense être perçu n'est pas et souvent d'ailleurs, est inconscient. Mais par contre, ça façonne beaucoup de mes comportements. Mmh, tout à fait et ça rejoint aussi, hein, on le voit dans les constellations, hein, on va pas redétailler, toutes ces les approches, hein, mais ça se rejoint sur ce lien invisible, sur ces charges qui montent dans ces relations, hein, qui peuvent être transgénérationnelles et autres et finalement on se rend compte qu'une fois qu'on libère cet espace de tension en nous, quelque part, Mmh mh. eh bien, ça va de manière, alors ça peut paraître magique, mais c'est pas une question de magie comme on peut l'appeler, mais ça va libérer aussi de manière très concrète, Mmh. finalement, et bien dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, dans les relations en question. Sans Ouais. pour autant avoir été dans une verbalisation à l'autre. C'est dire à quel point nos propres charges ont un rayonnement aussi, voilà. Évidemment, j'ai envie d'ailleurs pour ça, il y a un ça descend en moi, j'ai envie de proposer une petite pratique là maintenant, très simple, heu, que je te propose en même temps. Allons-y, on va fermer les yeux et je propose aux auditeurs, aux auditrices de fermer les yeux
et d'imaginer, de vous souvenir, de créer, un souvenir ou une image avec une personne que vous aimez profondément et de ressentir comment ça vous transforme, comment ça vous impacte à l'intérieur, ce qui se passe en vous quand vous vous connectez avec une personne que vous aimez profondément, que vous aimez dans l'amour sincère et véritable, et de ressentir automatiquement ce que ça produit en vous, tant sur le plan corporel qu'émotionnel, sur le plan de l'apaisement. Est-ce que ça vous apaise, ou ça vous sécurise ou vous insécurise? Qu'est-ce que ça fait surgir comme pensée dans votre esprit, dans votre mental? Et qu'est-ce qui se passe dans votre champ d'énergie? Est-ce que vous sentez plus en énergie ou moins en énergie? Vous avez l'impression de vous dilater ou de vous rétracter? Voilà. Et puis, vous oubliez cela et vous allez maintenant imaginer qu'un jour, cette personne ne sera plus. In fine, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais in fine, ce n'est qu'une question de temps. Un jour, cette personne ne sera plus, comme nous. Et d'imaginer ce moment-là, et automatiquement de vous connecter, voilà, ne repoussez pas cela, essayez déjà de voir, parce que quelquefois, il y a peut-être même un mouvement de conscience, de répulsion qui dit: «Ah, j'ai pas envie de m'imaginer ça, ah, surtout pas m'imaginer ça», donc c'est déjà du refoulement qui peut déjà apparaître. Mais déjà rien que de sentir ça et sentir à quel point directement ça vous transforme, ça peut être douloureux, ça peut être perturbant sur le plan du mental, de l'émotionnel, mais même également du corps, ça peut se serrer dans le corps, ça peut vous mettre dans un état d'insécurité. Et vous avez donc maintenant ce côté-là. Un jour, cette personne ne sera plus, c'est une évidence. Et en même temps, vous avez l'image, l'amour que vous avez pour cette personne, et cette personne, elle est. OK? Vous allez vraiment sentir ça. C'est comme si vous aviez une main qui est posée sur une image d'un côté, et l'autre main qui est posée sur l'autre image de l'autre côté. Que vous voyez des images ou pas, c'est pas très grave. Mais d'un côté, dans une paume de la main, il y a une image, et l'autre paume, une image de l'absence et une image de la présence, on va dire. D'accord? Vous avez vos 2 paumes de main là sur chaque image, puis je vous invite à poser vos mains, paumes tournées vers le haut, sur vos cuisses par exemple. Ah! Et de sentir qu'entre les 2 là, il y a ce cadeau. Vous avez le cadeau que dans cet éphémère, vous pouvez être en relation avec cette personne. Non pas juste la connaître, non pas juste savoir qu'elle existe, mais être en relation. Entre une paume et l'autre, il y a des moments ultra précieux de relation. Et que ça, ce sont des moments à ne pas gâcher, à saisir. Et souvent, on les gâche pour plein de raisons. Des fois parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, on se dit qu'on n'a pas le temps. Des fois parce qu'on n'ose pas suffisamment.
des fois parce qu'on n'exprime pas suffisamment son amour ou sa gratitude. Mais que finalement, Dieu, la création, nous offre une personne qui existe, nous offre un amour avec cette personne-là, avant cette échéance. Et que ça, c'est un cadeau d'une préciosité monumentale. Et donc, c'est là que se trouve notre salut. Dans aimez-vous les uns les autres, je pense, une clé essentielle, c'est quand on prend conscience de la préciosité de ce cadeau. Parce que si les disciples avaient su à l'avance que aussitôt Jésus allait les quitter, je pense que leur petite querelle pour savoir qui était le plus important ou ceci et cela, toutes ces petites querelles-là qu'ils pouvaient avoir, auraient été tout à fait différentes, voire auraient disparu. S'ils avaient eu cette conscience-là, parce que quelque part, il vient leur dire, mais je ne serai plus avec vous. Et c'est suite à ça, hein, je pense, dans la Sainte Seine. Hein. Mmh. Donc, il y a ce moment-là où la préciosité, dans cet espace-là de préciosité, il y a la grâce, quoi. La grâce de connaître et de rencontrer. On ne connaît jamais quelqu'un, on le rencontre chaque jour. Chaque jour, chaque jour, on ne connaît jamais personne. Celui qui dit « Ah, je te connais, t'es comme ci, t'es comme ça », il enlève la préciosité. Il enlève la beauté de la relation, parce qu'il projette ce qu'il conçoit. Et pour moi, la relation, c'est arrêter de projeter ce qu'on conçoit. C'est rencontrer l'autre dans la fraîcheur, encore et encore et encore. Voilà la petite pratique qui me venait là. Merci pour cette pratique, effectivement, sur le lien, qui est précieux, heu et l'invitation, aussi, moi ça me rappelle quand même la notion, que l'on a tous, Mmh. toutes, le libre arbitre et aussi, dans ce libre arbitre, c'est, qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que je souhaite pour la relation? Mmh. C'est-à-dire au début je disais, ce n'est pas moi ou ce n'est pas l'autre, la question c'est la relation et cette relation comment, non pas je la souhaite avec, des idées préconçues et cetera, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans cette relation? Que ce soit une relation, de couple, que ce soit une relation avec ses enfants, avec ses parents, ses amis, ses collègues de travail, peu importe. Mais déjà, moi, qu'est-ce que j'ai envie, en fait, en tout cas, qu'est-ce que mon cœur a envie, d'apporter et de vivre, par rapport à ça? Souvent, je me disais il y a quelques années, cette notion de relation consciente. Alors j'avais un petit peu du mal, c'était un peu conceptuel, mais petit à petit, hein, parce que, on est tous en chemin Mmh. et moi-même, je ne me considère pas arrivée quelque part du tout. C'est justement de me dire il y a une certaine maturité dans la relation parce que, il y a beaucoup de choses qui se créent de manière spontanée par, l'effet, même on parle, des fois du mouvement d'attachement. Mmh. L'attachement, il est lié quand même à de la physiologie, domaines hormonal, que ce soit pour l'attachement du bébé, aux parents, Mmh. inversement ou dans une rencontre, de couple et Il a sa cetera. fonction, oui, l'attachement a sa Voilà, fonction, ouais. l'attachement, Mmh. c'est comme un élan de biologique quelque part à aller vers l'autre. Mais, Mmh. si on suit cet élan, puis qu'après on laisse les choses, comment dire? Sans tomber dans le contrôle des choses, mais si on ne rentre pas dans se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie finalement de vivre avec l'autre?» Mais on rentre dans un domaine, tu vois, c'est ça toute la complexité relationnelle, c'est qu'il y a d'une part l'envie de vivre quelque chose avec l'autre, mais comme l'autre est un être à part entière, qui a aussi complètement le droit et le choix de son libre arbitre, et quelle est son envie à lui ou à elle, que ce soit un ami, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, peu importe, ou un collègue même de travail, qu'est-ce que l'autre a envie de vivre aussi? Si et forcément, ça ne peut jamais être complètement, parfaitement, la Mmh. même chose. Surtout, heu,
au même moment, dans le même timing, et donc ça nécessite toujours une adaptation à l'instant de ce qui est, et voir ce que c'est pas une notion de compromis, mais je pense qu'il y a une notion un peu d'effacement d'ego Mmh. qui doit se produire pour qu'il y ait plus de rencontres. Et s'il y en a un qui efface son ego et l'autre pas du tout, alors on rentre dans du dominant-dominé, Mmh. Et dans la toxicité à ce moment-là. et la toxicité, Mmh. Mais c'est vrai que moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça passe beaucoup par la parole et la communication, hein. Moi, c'est quelque chose que je trouve, heu, comment dire? Au travers de notre propre couple, Mmh. c'est justement cette communication, que je n'ai pas forcément toujours connue, dans ma vie, Mmh. où j'ai l'impression d'être entrée quand même dans une phase de couple beaucoup plus conscient. Mmh. Mais aussi, par exemple avec les enfants, enfin de rentrer dans une communication de qu'est-ce qu'on a envie de vivre, ensemble, hein. Mmh. Donc il y a aussi la parole, la communication Mmh. qui permet quand même de désamorcer beaucoup. Et ce que une observation aussi, c'est que souvent, dans, les ressentiments, des personnes ou toi-même, hein, c'est, «J'aurais voulu que ça se passe comme ça avec l'autre». Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a des choses où on ne va pas refaire son passé, son enfance et cetera, mais dans le moment présent, quand on entre dans une communication et l'autre ne va pas forcément deviner, ce qu'on a envie, ou ce à quoi on aspire, hein, Bien sûr. et la communication, et la parole reste quand même, quelque chose de précieux. Mais la parole, comme tu disais, puisque tu parles de sincérité, de relations conscientes, c'est de pouvoir communiquer honnêtement ce que l'on ressent, sans les masques que l'on joue. Mmh. Or ça, ça demande du courage, mais ça demande également une maturité, puisque, nous avons formé des masques dans notre passé à travers notre recherche de personnalité. On a forgé une personnalité qui est constituée d'un ensemble de masques, et puis petit à petit, si on veut rentrer plus loin en relation, il faut laisser tomber ces masques, Mmh. non pas les chasser, mais les intégrer pour entrer en communication sur un niveau beaucoup plus profond, dans lequel on se découvre autant qu'on découvre l'autre. Donc évidemment, ça passe par la parole, mais également par le silence, qui est habité d'un regard, d'une présence. C'est Mmh. ça la Mmh. beauté. Oui, oui, ben la présence, c'est sûr, hein. D'ailleurs, avoir des moments de présence où on est vraiment là, et ça passe pas, par effectivement forcément du verbe, mais de la présence, vraiment consciente où on passe un moment et on est complètement là, dans ce moment. Mmh. Donc, voilà pour, cet épisode, où on pourrait encore évidemment, parler longuement de ce sujet. On espère que ça vous amène, peut-être du questionnement, mais Mmh. aussi, d'aller, vers une observation différente, peut-être dans vos propres relations. Mmh. Et puis aussi, je pense, là, ce qui monte en moi, ce que je ressens, c'est de la tolérance aussi envers vous-même par rapport aux relations. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est magnifique, mais en même temps, il faut accepter, accueillir que nous sommes chacun en chemin vers cet amour Mmh. plus grand, qu'on fait des erreurs, qu'il y a des mouvements émotionnels, qui naissent en chacun et que personne n'est exempt de ça, et donc voilà, qu'il y ait cette tolérance, mais sans complaisance, hein, mais cette tolérance quand Mmh. même malgré tout. Cette tolérance et aussi, cette posture que, ça ne nous appelle pas non plus à accepter, hein. Tu as quand même parlé de certains aspects quand justement la relation amène de la toxicité. Voilà, d'avoir aussi, Mmh. cette posture, de dignité et de savoir aussi poser des limites Ouais. par rapport à des choses qui évidemment, peuvent être Être, quand même, préjudiciable. Bah, préjudiciables. on le voit de toute façon, le Christ, il dit ça à ses disciples: «Aimez-vous les uns les autres».
comme je vous ai aimé, d'accord? Et c'est à ça qu'on vous reconnaîtra, dit-il, il ajoute. Mmh. C'est Mmh. à ça qu'on vous Ainsi que reconnaîtra. tout le monde tous vous reconnaîtront. Mmh. Tous vous reconnaîtront par le fait que vous aimez ensemble comme je vous ai aimé, mais lui-même, même il y avait un amour profond qui était motivant et à la source de ses actes derrière, il n'a pas, il a manifesté d'autres types de comportements envers les pharisiens, envers les marchands du temple et cetera, parce que, n'est pas allé les serrer dans ses bras: «Mon ami, je t'aime, c'est merveilleux, voilà, ce serait bien que tu arrêtes ton échoppe». Mmh. Il a été aussi tranchant par rapport à la toxicité Oui. qui était de la Mmh. récupération, finalement, d'un message merveilleux et divin, pour le nombril de quelques-uns et donc c'est ça, que cet équilibre-là, voilà, soyez tolérants envers vous parce qu'il n'est pas simple. Il n'est pas Voilà. simple. Merci à vous. Voilà, merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour, de prochains épisodes. À bientôt.